Je vous propose de continuer autour d'une conversation avec deux experts que je suis ravie d'accueillir, Isabelle de Koopman et Pierre Daniel. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Isabelle de Koopman est docteure en sciences de gestion, professeure-chercheur au sein de Schema Business School. Elle est spécialiste du marketing intergénérationnel, de l'impact des nouvelles technologies de l'information sur la stratégie et les business models de l'organisation, et notamment au travers de l'open innovation et de la co-création pour tous. Pierre Daniel est aussi docteur en sciences de gestion, aussi professeur-chercheur chez Schema Business School. Il est directeur adjoint de l'ITEM, dont nous avons parlé tout à l'heure au travers du partenariat avec Bizenco. Et Pierre est spécialiste du management des projets et des programmes complexes et des approches systémiques. Voilà. Beau programme. On a tout dit, on peut s'en aller maintenant. Voilà. Alors, ils ont tous les deux participé activement à la préparation de cette journée. Ils sont tous les deux membres de la Quadrature du Cercle, et notamment en co-construisant la méthodologie innovante que nous proposerons aux participants des ateliers controverses de cet après-midi. Alors pour ce matin, fort de leur spécialité et de leur expertise, nous leur avons proposé de venir nous aider, de venir nous éclairer et de nous aider à mieux comprendre ce qu'est un modèle d'organisation en écosystème. Donc Pierre, Isabelle, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un modèle d'organisation en écosystème ? Alors donc, pour ma part, donc très brièvement, ce qu'est un modèle en écosystème, effectivement, Pierre en a déjà fait référence tout à l'heure. On peut considérer qu'un modèle en écosystème, alors on parle aussi d'écosystème d'affaires, mais on va plutôt parler d'organisation en écosystème. C'est un ensemble, en fait, un ensemble d'acteurs économiques ou non économiques qui se réunissent autour d'une forme de destin stratégique. Alors je vous parle de destin stratégique parce qu'effectivement je suis professeur de stratégie, mais qui vont à un moment donné baser en fait une stratégie commune sur la mise en place de relations. Alors pour ceux qui étaient présents l'année dernière, effectivement on a travaillé sur le concept de relation, sur la relation créatrice de valeur. Il faut savoir que le système, la notion d'écosystème est très prégnante aujourd'hui parce qu'effectivement nous entrons dans des logiques aujourd'hui de, comme l'a souligné Pierre, de collaboration, de élaboration, d'organisation réseau. Alors c'est vrai que pour les managers, ça peut revêtir des pratiques assez hétérogènes. On ne sait pas trop ce que l'on met derrière ce terme écosystème. Mais si on devait le définir très simplement, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble cohérent d'acteurs, que ce soit des organisations, des entreprises, des individus, qui se réunissent autour d'un projet commun ou d'une finalité commune, d'un destin stratégique commun pour générer de la valeur. Et cette valeur est essentiellement basée, bien sûr, sur le concept de relation. Oui, un complément. D'abord, beaucoup de choses ont été dites par Pierre, donc vous avez eu énormément d'illustrations. Et puis ensuite, expert, nous, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on observe ce qui se passe et on prend un petit peu de recul. Je suis systémicien et du coup, c'est intéressant pour moi de me poser la question de l'écosystème. Et c'est sous cet angle que je vais compléter ce qu'Isabelle vient de dire. D'abord, peut-être une mise en perspective. N'oublions quand même jamais que depuis à peu près un siècle, toutes nos entreprises dans le monde entier et toutes nos organisations au sens large, que ce soit des ONG, les organisations publiques, etc., héritent d'un modèle d'organisation qui est le modèle bureaucratique ou hiérarchique ou pyramidal, qu'on peut appeler aussi mécanique. C'est ce modèle qui prédomine le fonctionnement des organisations dans le monde aujourd'hui, quelles qu'en soient les économies. Et je voudrais aussi, avant de parler de la logique d'écosystème, remettre ça dans le contexte de ce que ce modèle a pu apporter. La productivité du XXe siècle et toute son efficience, notamment industrielle, est née de l'application de ce modèle extrêmement mécanique. Malheureusement, des défauts assez considérables sont nés en provenance de ce modèle. 2-3 éléments pour comprendre comment s'est construit ce système bureaucratique qui finalement est assez merveilleux, parce que pour ceux d'entre vous qui mettent en œuvre des processus d'industrialisation ou logistique, si on arrive aujourd'hui à atteindre des taux de défaut extrêmement faibles pour ceux qui appliquent les théories du Six Sigma, par exemple, c'est grâce à des outils de type mécanique. Pour autant, la vraie difficulté, c'est que ces principes hiérarchiques sont construits sur 2 idées. La première, c'est de définir une frontière très épaisse
C'est une frontière, on peut la passer, mais une frontière très épaisse entre l'organisation et ce qu'il y a à l'extérieur de l'organisation. Clients, fournisseurs, partenaires, etc., etc. La seconde, c'est de construire une petite frontière beaucoup plus fine entre les différents départements de l'organisation. Et à partir de ces deux frontières, les règles, c'est de plutôt favoriser la communication et la résolution de problèmes verticalement. La pensée en écosystème, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, en gros, de ne pas dresser de frontières trop solides, qu'elles soient fines ou épaisses, et de favoriser les échanges. On va dire en interne dans l'organisation, ce qu'on a appelé dans les années 60, 70, 80, les modes d'organisation plus transversaux, on a tenté un peu plus d'organique, et surtout avec l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement, d'où l'idée de l'écosystème, ce dont tu parlais, c'est-à-dire des relations avec tous les acteurs qu'il y a autour. Il faut savoir effectivement, pour compléter ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'on évolue aujourd'hui dans un environnement qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement hétérogène, extrêmement rapide, et on peut considérer que justement ces formes d'organisation en écosystème sont une réponse organisationnelle à la complexité de notre environnement. Il faut savoir que les technologies de l'information et de la communication ont complètement en fait modifié l'environnement dans lequel on évolue, et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de proactivité. On ne va plus parler de réactivité, on va parler de proactivité, on va parler de flexibilité. Et ces organisations en réseau, puisqu'on peut aussi les assimiler à des organisations en réseau, sont une forme de réponse en fait organisationnelle à cette complexité de l'environnement. Puisqu'effectivement, il faut aller très très vite et être flexible et proactif. Alors effectivement, pour rebondir sur cette idée, mais on a bien compris l'organisation, à quoi pouvait ressembler en tout cas un modèle d'organisation en écosystème, mais aujourd'hui sur un plan stratégique pour une organisation, quels sont les enjeux à travailler en écosystème? Alors, sur un plan stratégique, c'est extrêmement important parce que la vision d'écosystème donne une perspective stratégique complètement différente pour les organisations. On s'aperçoit aujourd'hui, nous, chercheurs en stratégie, que les organisations montent de moins en moins leur stratégie de façon isolée. Et effectivement, entrent maintenant dans des logiques relationnelles très très fortes. Même en marketing, on parle de marketing relationnel. On est beaucoup plus aujourd'hui sur le concept de relation que de transaction. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel, contrairement au modèle dont parlait Pierre, et les deux Pierres d'ailleurs, au modèle dont parlaient les deux Pierres, qui est le modèle des années 80, Porter, donc en stratégie, il fallait être le plus gros possible pour structurer l'environnement. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que non. Et qu'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel de nos entreprises, et c'est très très intéressant pour les PME qui s'intègrent dans des logiques d'écosystème, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel n'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise, mais peut être lié à la capacité que l'entreprise a à nouer des relations. Et on sait aujourd'hui que l'avantage concurrentiel, c'est ce qu'on approche la stratégie relationnelle ou l'approche relationnelle, qui est un nouveau modèle de stratégie. On sait qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée, l'avantage concurrentiel de vos entreprises vont être directement liés à la capacité que vous aurez à générer des relations et à trouver les bons partenaires au sein de votre écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui est très novateur, qui effectivement pourrait contredire ce que disait Porter dans les années 80-90, mais qui vient finalement en complément, parce qu'il est évident que tout ce qui est régi, comme le disait Pierre tout à l'heure, les organisations, on ne va pas non plus, comme le soulignait Pierre tout à l'heure, s'éloigner complètement de cette logique industrielle, bureaucratique, qui caractérise encore certains secteurs longs, comme disait Pierre, quoique moi qui travaille en open innovation, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même sur des secteurs longs, notamment l'automobile, on travaille aujourd'hui en crowdsourcing et en co-création de valeur. Donc on est dans une période effectivement de forte mutation où l'avantage concurrentiel peut être basé vraiment sur cette capacité à générer des relations. Alors là, je vais prendre un deuxième angle. Tu as soulevé un point qui était le point de est-ce qu'il y a la nécessité à continuer à utiliser un peu les approches plus bureaucratiques, on va dire plus mécaniques pour les entreprises à cycle long. Ou, je propose de prendre un angle d'attaque un tout petit peu différent. Ma deuxième casquette, c'est de travailler en management de projet, en management de programme. Donc c'est toute une partie de mon métier depuis 15 ans et tous mes clients et toutes les entreprises que j'étudie ou les organisations que j'étudie, souvent publiques aussi, traitent de cette question-là. Et j'aime bien revenir en arrière et observer et remettre dans son contexte, comme je l'ai fait pour la première question. On sait depuis assez longtemps que de toute façon, n'importe quel type d'organisation, entreprise, mais aussi famille, c'est la même chose pour des organisations qui ne sont pas focalisées sur de la production de services ou de produits, mais toute organisation est construite sur deux piliers. C'est-à-dire, en gros, quand elle fonctionne au quotidien, chaque semaine, chaque mois, etc., elle fonctionne sur deux gros piliers. Un pilier qui est, on va dire, routinier. C'est-à-dire, en gros, on fait des choses nous-mêmes au quotidien. Prenez vos expériences à vous, personnelles, mais les entreprises, c'est pareil. On fait des choses au quotidien que l'on répète
plus ou moins souvent se brosser les dents, aller faire ses courses. Si on est en entreprise, ça va être de s'approvisionner, ça va être de facturer, ça va être de transporter nos biens, ça va être de stocker, ça va être de produire, etc. Et j'ai pas le sentiment, dans les décennies qui viennent, qu'on abandonne cela. On globalise. Donc, du coup, en étant mondiaux, on a tendance à être présent sur plusieurs sites. Si on est une entreprise et qu'on a envie de standardiser la qualité de nos services, on ne va pas aller en arrière dans l'idée de routiniser ce que l'on fait. Et une partie de ce que l'on fait au quotidien et de ce que les entreprises font, c'est d'opérer, de faire fonctionner ces activités routinières. Et là, d'une certaine manière, on n'est pas dans l'innovation, on est dans l'optimisation, voire même l'efficience. On a besoin de structures qui ressemblent à des structures mécaniques. Pourtant, et pour autant, aucune entreprise, comme vous le savez très bien, ne peut survivre sans innover. Assez clairement, l'environnement autour de nous met des pressions dans tous les sens. On ne va pas perdre de temps, vous l'avez saisi comment ça fonctionne, mais les choses vont changer. Les entreprises, Pierre l'a dit tout à l'heure, subissent des lois anthropiques, c'est-à-dire un jour ou l'autre, on va tous mourir, on va tous crever, l'entreprise aussi, ses produits aussi, ou son système d'information. Donc il faut aussi se transformer. Si nos activités routinières sont magnifiques, qu'on les trouve belles, efficaces, qu'on se sent tous bien, qu'on est bien payé, que nos produits sont fabuleux, un jour ou l'autre, ça ne sera plus le cas. Et donc, il y a une deuxième nature d'activité qu'on peut appeler entrepreneuriale si on le veut, qui vont nous permettre de survivre. Ces activités-là, elles sont soumises à des règles qui n'ont absolument rien à voir avec les principes de la routine. C'est exactement les règles que présentait Pierre tout à l'heure. Puisqu'en fait, depuis ce matin, on parle d'innovation. Et dans ces modes de fonctionnement, les logiques qui s'imposent en termes d'innovation ne sont plus du tout les logiques qui s'imposent en termes de routine. On est face à de l'incertitude, face à de la complexité. Tout à l'heure, tu donnais un exemple qui est extrêmement bon. Les roadmappers. Alors pour ceux qui me connaissent savent que j'enseigne aussi et que moi aussi j'enseigne la roadmap. Alors du coup, je vais essayer de ne pas affoler certains de mes étudiants dans la salle. En fait, ce que tu appelais roadmap, c'est le principe selon lequel on définit ce qu'il faudrait faire. Par exemple, un phasage de lancement de produit. On définit ce que l'on voudrait faire. Ce qui est défini, c'est les tables de la loi jusqu'à la fin du projet. Et donc, à chaque fois qu'on s'en écarte, on revient au plan. En fait, le principe de la roadmap, peut-être que tu définissais, c'est le principe de la planification. J'ai défini les tables de la loi et je dois faire en sorte de les mettre en œuvre. Quand on est face à de l'incertitude, comme vous le savez bien, tous ceux d'entre vous qui ont travaillé sur des projets un tout petit peu originaux et innovants, on passe son temps à modifier son Gantt, son tableau de bord, enfin ce qu'on veut, appelez-le comme vous voulez. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de se faire une forme de roadmap au départ, qui ne va pas être un outil que l'on va devoir suivre, mais un outil qui va nous permettre de comprendre plus vite ce qui se passe autour de nous. Donc, on ne fait plus de la planification. Je définis ce que je dois faire, je n'en bouge pas. On fait de la modélisation. Je définis ce que je voudrais et je l'adapte dès que ça change. C'est finalement ces deux grands principes qu'il faut opposer. Planification dans la routine, modélisation en situation d'écosystème, en fait. Et pour découvrir le plus vite possible, il faut avoir des interactions les plus nombreuses possibles avec son environnement. Voilà. OK. Dernière question. On parle de multiplicité des acteurs, de multiplicité des enjeux, de multiplicité des relations. Et en quoi est-ce que ce modèle peut créer de la valeur pour tous ? Alors de la valeur, effectivement, là on va rebondir sur la problématique traitée l'année dernière. On sait aujourd'hui que la relation est créatrice de valeur. Donc il est évident qu'aujourd'hui, pour qu'une organisation, une entreprise puisse survivre au sein d'un environnement, il ne faut plus simplement qu'elle capte de la valeur ou qu'elle crée de la valeur pour elle-même, mais qu'elle arrive à créer effectivement de la valeur aussi pour d'autres acteurs. Et on va parler aujourd'hui de valeur partagée. Donc ça c'est extrêmement important. Comme le soulignait Pierre, enfin les deux Pierre tout à l'heure, effectivement, on sait aujourd'hui qu'une entreprise, et notamment les PME, ne peuvent survivre que si elles arrivent à suivre, en fait, à relever un flux intensif d'innovation. Et on sait qu'aujourd'hui, les recherches, enfin les budgets de recherche et développement sont développés sous contrainte. Et on sait qu'on ne pourra pas effectivement seul innover. Donc, je vous conseille une étude qui est extrêmement passionnante, qui est l'étude de l'INPI de 2012 sur l'innovation collaborative, et qui souligne effectivement que de nos PME, donc nos entreprises, nos PME, qui constituent quand même le tissu majoritaire en fait français, vont multiplier par 4 dans les 5 années qui viennent leurs dépenses de recherche et développement en innovation collaborative. Donc pas simplement en B2C, mais aussi en B2B, dans le secteur industriel et autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme le disait Pierre, on est dans une rupture extrêmement importante. Il y a quelques mois, on vous aurait parlé uniquement du secteur des services. Aujourd'hui, effectivement, moi, quand je travaille sur l'open innovation, je travaille sur l'imprimante 3D, et quand j'ai en face de moi des industriels qui se disent, globalement,
finalement l'imprimante 3D va complètement raccourcir l'accès à l'innovation? Oui. Aujourd'hui, il y a une vraie rupture, plus simplement dans les activités de service, mais l'industrie aussi aujourd'hui est concernée effectivement par ces logiques de co-élaboration, co-création, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc très, très générateur de valeur de toutes les façons. Comme il y a en fait les ressources sont mises sous contrainte, on rentre dans ces logiques de collaboration conjointe. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, effectivement, attention, ne lions pas forcément ça à des concepts générationnels. Nous sommes, alors les plus de 35-40 ans, nous sommes ce que l'on appelle des digital migrants, d'accord? Donc nous avons migré et nous avons brillamment, comme disait Pierre tout à l'heure, migré avec les technologies de l'information et de la communication. Donc nous sommes tout à fait opérationnels en fait pour adopter ce type de comportement. Pierre? Je vais reprendre du coup ma casquette un petit peu de systémicien pour répondre à cette question sur en quoi c'est créateur de valeur. Et je vais essayer de ne pas être trop compliqué, je m'en excuse d'ores et déjà, mais si on considère que notre environnement économique, imaginons celui dans lequel vous vivez avec vos entreprises, vos organisations, est constitué en fait de tout un ensemble de sous-organisations qui interagissent entre elles. Okay, c'est des sous-systèmes, rien de plus que ça. Des sous-systèmes qui interagissent, clients, fournisseurs, partenaires, écoles dans lesquelles vous allez recruter vos nouveaux diplômés, autres entreprises dans lesquelles vous allez débaucher vos futurs salariés, etc. C'est des sous-systèmes qui interagissent entre eux. Par définition, tout sous-système, on le sait, puisqu'on parle d'écosystème, on hérite du coup du langage qui provient de la biologie, mais tout sous-système a ses propres objectifs. D'ailleurs, d'une certaine manière, le patron d'une entreprise et ses cadres dirigeants sont là pour s'assurer que les objectifs sont bien présents, qu'ils sont définis, qu'on les appelle vision ou pas, qu'ils soient clairs ou pas, en tout cas s'assurer qu'il y a des objectifs et faire en sorte que tout ce que l'on va faire puisse permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Il y a juste un petit souci. Dans le fonctionnement de l'économie tel que nous l'héritons depuis des millénaires, maintenant, au moins des siècles, il y a une idée fondamentale selon laquelle, c'est l'idée finalement des lois de la nature, des lois systémiques de la biologie qui sont présentes, selon lesquelles on va être gagnant à la fin. Chacun se définit ses objectifs, il va y avoir une forme de combat, pour ne pas dire de loi de la jungle, elle est légèrement réglementée au niveau mondial, cette loi de la jungle, mais à peine, sauf quelques pays un peu particuliers. Donc l'idée, c'est que chacun vise ses objectifs et qu'à la fin, tout est bon pour le client, c'est-à-dire ceux qui survivent sont ceux qui méritaient de survivre et ceux qui meurent sont ceux qui méritaient de mourir. Donc, que la valeur générée, elle est optimale pour le client. Ce n'est pas forcément vrai. Il n'y a évidemment absolument aucune raison que les objectifs d'une entreprise par rapport à une autre ne soient pas antagonistes. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas complémentaires non plus. Il n'y a pas de raison non plus qu'ils ne soient pas totalement contradictoires. L'idée de l'écosystème, en fait, c'est d'essayer de créer une communauté d'entreprises ou d'organisations différentes et de leur dire « essayons de voir si ensemble, on ne pourrait pas se définir des objectifs un peu supra, c'est-à-dire un peu au-dessus de nous, qui nous permettraient de ne pas tous batailler dans des sens différents. » Et là, pour revenir à quelque chose peut-être qui est plus que dans notre vie courante, essayons de faire le parallèle avec les théories de la négociation. Quand vous décidez de venir à une table de négociation, vous décidez de finalement prendre une hypothèse. Il vaut mieux que nous parlions et que nous communiquions, donc ça veut dire que nous échangions, qu'il y ait une relation, plutôt qu'on essaye de voir comment les lois du fort et du faible vont s'opérer. Et les principes de la négociation, pour ceux qui les pratiquent, c'est quoi en gros? Le gagnant-gagnant dont on entend parler partout. C'est construit sur quoi? Sur l'idée que moi, je suis prêt à te donner quelque chose, il faut que je te le donne, quelque chose qui ne me coûte pas grand-chose, mais qui a beaucoup de valeur pour toi. À l'inverse, j'aimerais que tu me donnes des choses qui te coûtent peu à toi, mais qui ont beaucoup de valeur pour moi. Et les grands principes des théories de la négociation depuis 30 ans, c'est ça. Alors, il y a des points sur lesquels on se bat. On dit, bah, voilà, tire pas la corde plus loin, sinon ça va craquer. Et puis d'autres principes sur lesquels on dit, tu peux y aller, je peux te donner ça, il n'y a pas de souci pour moi. Et l'idée de l'écosystème, c'est un petit peu ça. C'est de dire, il faut qu'on arrive à se répartir de façon un peu plus intelligente la valeur. Alors, si j'en reviens au projet, je suis client-fournisseur dans une relation classique. Donc j'ai peur de mon client, j'ai peur de mon fournisseur, j'établis des logiques contractuelles qui vont me permettre de définir la relation, je fais des cahiers des charges qui vont me permettre de demander ce que je souhaiterais, cahiers des charges qui seront obsolètes quelques mois après, par ailleurs. Qu'est-ce que je voudrais? Moi, si j'étais fournisseur, je souhaiterais rencontrer mon client un peu plus souvent, de façon à ce qu'il me dise un peu plus clairement quel est son besoin. Lui, il est gagnant parce qu'il aura un produit qui lui plaît plus, moi, je serais probablement gagnant parce que j'arriverai à lui vendre mon produit. À l'inverse, si je suis client, j'aimerais pouvoir rencontrer mon fournisseur un petit peu plus, de façon à ce qu'il m'explique quelle est sa technologie, quelles sont les qualités de ses produits, etc. Et éventuellement à ce que moi, je lui dise que je connais peut-être un autre fournisseur qui peut l'aider.
Donc on rentre dans une relation qui est un peu plus écosystémique, elle est un peu moins encadrée par les principes des transactions et des règles. Mais dans ce cas-là, on perd un petit peu le pouvoir, en tout cas on le redéfinit différemment. Mais l'idée, c'est de pouvoir construire la valeur différemment. Maintenant, si je peux me permettre juste de finir là-dessus, moi je pense qu'il y a des réflexions extrêmement importantes à mener sur ce thème de l'écosystème. Pour autant, attention, si depuis un siècle on a construit des entreprises qui ne sont pas naturellement sous fonctionnement d'écosystème, c'est qu'il y a des raisons aussi, et il faut, pour que cet écosystème fonctionne, il faut pouvoir le mettre en œuvre en prenant en compte correctement les contraintes de ce qui n'est pas l'écosystème. Je voudrais rebondir juste sur une chose par rapport à... Pierre m'y fait penser par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure, quand il parlait de la perte de maîtrise, que la relation à la maîtrise. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut percevoir la maîtrise différemment. En fait, dans les logiques bureaucratiques, on était dans les logiques de hiérarchie et de contrôle de processus. Aujourd'hui, on sait, nous, avec le recul, qu'en fait, on a d'autres mécanismes informels de contrôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est un juste équilibre, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer les mécanismes formels de contrôle, mais la confiance aujourd'hui, on sait que la confiance organisationnelle, la confiance interpersonnelle est aujourd'hui un mécanisme informel de contrôle. C'est-à-dire que ce qui va en fait faire que le réseau fonctionne, que l'écosystème fonctionne, c'est de trouver, je ne suis pas en train de vous dire d'annuler tous les cahiers des charges et les procédures, mais il faut trouver un juste équilibre entre les mécanismes formels de contrôle qui vont à un moment donné permettre, parce qu'une organisation n'a de sens que si on sait la contrôler, mais il faut lubrifier ces relations entre les membres de l'écosystème. Et on va parler aujourd'hui de confiance. Et on sait aujourd'hui que la confiance est un lubrifiant des relations sociales, c'est-à-dire que si c'est pareil avec vos salariés, c'est pareil avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, on va rentrer dans des logiques partenariales où effectivement on va devoir mettre un équilibre, ce que disait Pierre tout à l'heure, entre ce qu'on appelait les processus classiques de contrôle, mais bien sûr aujourd'hui le concept de confiance qui est essentiel dans ces logiques d'écosystème.